Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous êtes sur Suite FM tous les soirs, évidemment, nous vous donnons rendez-vous, vous rentrez chez vous avec les embouteillages. Nous vous accompagnons évidemment dans cette émission Les Grandes Gueules. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, Dr Gouressi Condé, il faut le rappeler, un président de la CANEG. Il est notre invité ce matin. La grève lancée lundi dernier par le syndicat libre des enseignants de Guinée pose désormais plus d'une question. Donc au fameux débat de la légalité des revendications, en effet, vient de se greffer donc la persistante équation de la manière des manifestations sur l'axe à la faveur d'une conférence de presse récente. Une plateforme de la société civile, la Convention des acteurs non étatiques de Guinée, CANEG, pointe vertement donc la gestion de la situation des jeunes et des usagers de l'axe Amdoulaye Koza Bambeto. On essaye de comprendre ce matin avec notre invité de quoi procède ce jugement de la CANEG. Donc monsieur Sékou Gouressi Condé, il est avec nous, vous le voyez à l'instant à l'écran. Un peu plus tard, nous allons nous intéresser aussi à cet autre sujet, qui défraie donc la chronique, cette injonction du ministère de la Ville par voie d'huissier de justice ordonnant lundi à plus d'une soixantaine de familles donc établies à Koléa, au sein de la cité fonctionnaire, de rendre à l'État leur habitation pour exploitation à des fins d'utilité publique. On essaie de comprendre avec les vrais gens. Abdou Salam Sow, nous allons l'avoir au téléphone, et Boubacar Missoko qui sera avec nous un peu plus tard dans ce studio de la radio Espace. Nous partons du côté de la RTG ce matin, mon grand. Vous nous signalez par rapport au direct du côté de la CENI. Exactement. Vous savez, depuis un certain temps, les résultats provisoires et définitifs, on a pu le voir par rapport aux élections locales, sont en train d'être diffusés au compte-gouttes, on l'a dit, sur pas mal de chaînes en place. On sait que Faso TV est en train de diffuser naturellement ces résultats, mais en direct, il faut le dire. Même sur la RTG, ça passe, la RTG Coloma, ça passe, mais ce n'est pas du direct qui est en train de se faire. Alors, question bien simple. À la tête de la RTG se succèdent pas mal de directeurs depuis le départ. Mais les mêmes pratiques persistent. C'est comme si parfois on n'a pas envie d'avancer et faire évoluer les choses. Chaque fois qu'il y a eu de la nouveauté qui est proposée auprès de ce média d'utilité, ce média public d'utilité publique, de service d'utilité publique, pardon, il y a toujours qu'on se retrouve à un certain nombre de blocus. Mais pourquoi ? Alors, ce qu'il y a à dire ce matin, c'est qu'on aurait pu faire autant. Ce n'est pas qu'il s'agisse de faire la promotion d'une entité précise, mais ce sera important de vouloir innover, de vouloir avancer. Sauf qu'au sein de ce média public, les choses sont stagnantes. Toutes les nouvelles compétences qui arrivent, proposer des services pour pouvoir améliorer ce service public. On sait encore le gros débat sur le passage la migration vers le numérique, toute la souffrance qu'on évoque quand on parle de ce dossier-là. Je pense que c'est le même débat qui se poursuit. Il y a cette entreprise qui est spécialisée dans la réalisation de plateaux télévisuels, même la fourniture de ce genre de services, la fourniture d'images en direct, Sati Communication, vous connaissez forcément, qui, dans le cadre de ces élections locales, a réussi à faire un plateau sur la soirée électorale. Forcément, vous qui avez suivi la RTG, vous savez de quoi je parle. Il s'agit donc de cette structure-là qui est rentrée en contact avec la direction générale de la RTG, qui a réussi à faire donc la journée électorale, la soirée électorale grâce à cette collaboration-là. Ce qu'il y a à dire, et ça va peut-être pas vous étonner parce qu'on sait de quoi nous parlons, le décor de ce plateau, même le mobilier qui a servi à réaliser le plateau, d'après nos informations, aura été apporté par Sati Communication. Par rapport à la diffusion donc, des résultats provisoires et donc aussi définitifs qui sont en train d'être donnés par la CENI, la structure aura proposé le même service à la direction générale de la RTG. Le discours, la réponse qui en est résultée, c'est que c'est impossible. Pour la direction générale de la RTG, c'est impossible de faire du direct
à partir du siège, parce que les résultats sont proclamés du siège de la CENI. Pour eux, il est impossible de réaliser un tel direct. Alors, de fil en aiguille, on en est venu à refuser l'offre qui a été faite. Et pour argument, et c'est là ce qui me gêne, c'est que l'ancien directeur Yamoussa Sidibé, qui était là, aura tenté quelque chose dans le genre, et c'est ce qui aurait précipité son départ. Et donc, pour conserver son poste, conserver son fauteuil, on est prêt à ne pas vouloir avancer. On préfère rester dans le statu quo, donc stagner de cette façon. Or, vous tous qui suivez, si vous avez suivi Évasion, par exemple, vous savez que West Africa TV, c'est le fournisseur de ces images en direct par rapport à cette diffusion-là. Il y a même son logo qui apparaît sur le petit écran si vous suivez. Faso TV a accepté cette offre-là à partir du siège de la CENI, mais à la maison mère, là où tout doit partir, là où on est censé impulser le changement, l'innovation en matière de l'information, et bien là-bas, on estime qu'au 21e siècle, en 2018, au pays d'Alpha Condé, il est techniquement impossible de réaliser du direct dans la diffusion des résultats qui proviennent de la CENI. Triste réalité. Hein. Je pense que quand on est directeur d'une structure comme la RTG, il faut mettre un petit peu le manteau du militantisme de côté. C'est très important. C'est quoi, Savané? On le sait, c'est un militant du RPG Arc-en-Ciel. Donc il y a un moment qu'il y a des frustrations comme ça dans l'air. J'apprends qu'il y a plus de combien de milliards que la CENI a déboursé pour communiquer par rapport à du côté de la RTG. C'est juste énormissime. On parle plutôt de 2 milliards c'est de la folie. Pour couvrir médiatiquement ce processus-là. La RTG, c'est comme si vous me présentiez Guénon avec un chapeau et des raybandes et vous voulez qu'il soit joli. Il le sera jamais. Il faut, mon cher Roby, je suis désolé. Non mais attendez, regardez. La RTG, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, c'est tous les Guinéens. Voilà. Je la regarde jamais, moi, parce que ça donne des mots de tête. Il faut regarder parce que à 20h, moi, je regarde l'horloge de la RTG. À 20h, il est affiché parfois 11h, 10h, 13h. Donc, vous avez vu, il y a des gros problèmes, il y a des gros soucis à ce niveau-là. Ce n'est pas tellement changer le directeur qui fait le problème de la RTG. Tamba Zakari a soulevé un sujet très intéressant. La migration vers la nouvelle technologie, etc. Le numérique suppose qu'il faut balayer assez de vieux qui sont à la RTG, qui sont à la technique. Je sais de quoi je parle. Mais les vieux, c'est pas des problèmes que tu racontes. Non, mais non, je sais. Non, attends, écoutez, c'est un sujet. Arrêtez, les gars, les vieux, c'est pas un problème. Les vieux, c'est pas un problème. Non, la mine, c'est t'as complètement raconté de la plaque. Je suis désolé. Pas du tout. Pas du tout. Écoute, les vieux, ce n'est pas le problème. Non, pas du tout. Non, mais je vais te laisser parler tout à l'heure. La mine. Vous pouvez poser la question aux recruteurs, vous leur demandez pourquoi est-ce que vous avez souvent besoin de 100 jeunes dans vos entreprises. Comment ça? Je n'ai rien contre les vieux. Parce qu'il y a aucun vieux qui a déposé son CV ici, sinon je l'aurais fait. La mine, je vais vous dire. Je vais vous dire. La jeunesse, c'est l'innovation, c'est l'ambition, c'est la volonté de prouver quelque chose. Mais des vieux... Tamba, tu m'étonnes, honnêtement. Tu m'étonnes, franchement. Alors là, j'espère que Moussa Moïse sera pas d'accord avec moi, le directeur de la télé, parce que si vous avez envie de tuer Espace TV, allez-y recruter tous ces vieux qui sont à la RTG, vous allez les amener. Ils vont vous mettre les images en l'envers, etc. Parce que le matériel qui est là, ici, ne connaissent pas, ne savent pas l'utiliser. Je sais de quoi je parle là. Mais attendez. Laisse-moi dire ce que je veux. Ces vieux-là sont habitués aux vieux matériels qui sont à la RTG, qui sont utilisés depuis toutes ces années et qui ont du mal à passer au numérique. Aujourd'hui, la solution que Tamba est en train de proposer avec la nouvelle éthique, etc., cela suppose à ce qu'il y ait de la formation. On n'a pas le temps de former des septuagénaires. D'ici 80 ans, ils ne serviront plus à rien. Donc aujourd'hui, ici, il y a des réformes à apporter au niveau de la RTG. Il faut réformer profondément. Il faut déjà balayer en bas, là où il y a les vieux qui sont encore en train de manipuler les leviers, etc. Alors qu'il faut toucher sur le bouton, etc. Il y a tout ça à faire. La RTG ne peut pas fonctionner correctement tant qu'il y a ça. Au-delà de ça, il y a quand même cette injonction dont vous parlez. Pourquoi les autres réussissent et la RTG ne réussit jamais? Bien, allez-y Mafoudia. Alors, contrairement à Roby, c'est grave. Honnêtement, c'est très grave. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'il y a les vieux que nous existons, hein, mon grand. Hein. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a énormément de jeunes du côté de la RTG. En plus, quand on dit jeunes, il faut faire la différence. Est-ce qu'on veut dire appelé par vieux ou pas? N'oublions pas que sur les chaînes internationales, il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés, la soixantaine même, mais qui sont là, qui travaillent dans les émissions d'analyse. Il y a beaucoup de vieux à la RTG qui sont bons, Roby. Non. Si il s'agit des reporters, il y a beaucoup de jeunes. Et pour revenir à ce que Tamba a dit,
dit. Tamba ne nous dit pas pourquoi on a refusé ce contrat pour la diffusion en direct. Parce que c'est quand même bizarre de sceller l'alliance ou bien de négocier pour la retransmission en direct pendant l'élection et après, lorsqu'il s'agit de la publication, de dire non, on ne peut pas. Je voudrais bien savoir pourquoi. Sinon, de ce côté, je reste sur ma faim. Je voudrais savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais encore une fois, la RTG, on connaît bien le problème. Mais on voudrait bien que ça aille bien parce que c'est notre RTG. Mais pour le moment, c'est notre vitrine. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on ne peut pas être trop fier. Ce n'est pas un problème de vieux, Roby, s'il te plaît. Voilà, c'est important. Ça, c'est de la discrimination. Voilà. Ce que je veux dire, c'est de la discrimination. À la maison, contre les vieux. Allez-y, Moussa. À la maison mère, il y a de la compétence. Ouais. Ce n'est pas, à mon avis, une question de vieux. Ben oui, il faut les laisser Tamba et Zachary et Roby. Je pense qu'il y a un fait à relever. Le problème de la maison mère de la RTG, c'est plutôt sa situation de colonisation. Elle est sous un joug colonial qui fait qu'elle n'a pas assez d'indépendance. Nous, ici, à la rédaction, vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Vous pouvez vous mouvoir comme vous voulez, avec les limites que vous impose la loi. Mais ailleurs, là-bas, vous ne pouvez pas parce que chaque phrase utilisée doit être scrutée et on doit d'abord se référer à quelqu'un de plus haut perché pour prendre les dernières décisions. Moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne par rapport à la RTG, c'est que à la tête de cet organe de radio-télévision nationale, il y a Sekouba Savané, c'est un jeune, à ce que je sache. Le rédacteur. C'est pas un jeune. C'est un vieux. Attendez, s'il vous plaît. Vous appelez qui vieux? Parce qu'il faut définir aussi c'est quoi le vieux. C'est quoi le vieux? C'est quoi le vieux? Alors moi je vais vous amener. Je vais vous amener dans mon concept de vieux. Oui, c'est quoi? Mon concept de vieux, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui ont atteint un certain âge, au-delà de la quarantaine, et qui ne sont pas. Non, mais attendez, et qui ne sont pas adaptés. Non, attendez. Non, Moussa, permets-moi, ce n'est pas des clichés. Attendez, non, mais attends, et qui ne sont pas adaptés. À la nouvelle technologie. Ma dernière phrase. Qu'il soit vieux ou pas, même s'il marche avec une canne, s'il est capable de faire le travail pour lequel il a été employé, je pense qu'il faut le garder là. Bien. Voilà. Vous êtes chez les GG. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Vous êtes sur Kaniazik, du côté de Kindia. Merci de nous rejoindre. Vous le voyez à l'écran, Monsieur Gouressi Condé, notre invité ce matin chez les GG. Monsieur Gouressi, bonjour et bienvenue chez les GG. Oui, bonjour les GG. Bienvenue. Merci. Alors, on s'intéresse évidemment à cette grève, Monsieur Gouressi Condé. C'est très important. Déjà, votre analyse de la situation, parce que l'heure est grave, dit-on. Ça se voit aujourd'hui, les manifestations. Déjà à Conakry, pour l'instant, on n'a pas pris un petit peu la température à l'intérieur du pays. Votre analyse globale, Monsieur Gouressi Condé. Oui, je voudrais d'abord rapidement vous féliciter par rapport à vos analyses, à vos réactions, à vos commentaires sur l'actualité en général. Je pense que c'est très instructif. Le dernier volet, le dernier épisode que j'ai suivi est très amusant. Nous avons tellement de querelles dans ce pays aujourd'hui. Il ne faut pas ajouter jeune et vieux. Ça sera une querelle de plus, fort heureusement. Alors, ceci dit, il faut sortir de la grève. Nous avons assez payé. Nous avons payé la mauvaise gestion de cette grève par le gouvernement de la République. Donc par l'État. Lorsque je parle de l'État, je ne parle pas que du gouvernement. Le gouvernement est une partie de l'État. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre du pouvoir exécutif de l'État. Donc le gouvernement fait partie des institutions de l'État. En la matière, les enseignants sont des employés de l'État et l'État ne peut pas gérer les litiges, le litige né du fonctionnement interne des syndicats, des organisations, des associations syndicales. Il faut que les syndicalistes s'approprient des difficultés internes auxquelles ils sont confrontés et qu'ils libèrent la société par rapport à ça. Ce que je regrette premièrement, c'est effectivement l'ingérence
à outrance du gouvernement par rapport à un dossier qui devait être géré d'abord à l'interne, premièrement. Deuxièmement, que les centrales syndicales refusent à l'État de rencontrer et de reconnaître Aboubacar Souma, quitte à eux de faire grève si tel était le cas. Cela ne doit pas être accepté, cela est tout simplement inacceptable. Troisièmement, nous avons fourni beaucoup d'efforts depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons accompagné Aboubacar Souma. Moi, personnellement, bonne volonté, indépendant, facilitateur, porteur d'une mission de la Convention des acteurs non étatiques de Guinée et de African Crisis Group, j'ai travaillé auprès du grand imam et des autres, du ministre à l'institution compétente qui est le Conseil économique et social. Aujourd'hui, je me réjouis du fait que le gouvernement ait désigné formellement l'inspecteur général du travail, qui est le fonctionnaire le plus compétent en la matière, pour rencontrer Souma. Depuis 48 heures, tous les efforts de ce haut fonctionnaire sont mis à l'épreuve, sont en vain parce qu'il y a un refus, me semble-t-il, de la part de M. Aboubacar Souma de rencontrer l'inspecteur général du travail. Il faut qu'il corrige ça. Nous sommes au soir de cette péripétie. Il appartient désormais au président de la République d'appeler M. Aboubacar Souma, d'appeler M. Sissabani, Lumbemba et tous les autres, plus l'inspecteur, plus le médiateur, pour trancher définitivement cette question. Il est le père de la nation. La revendication est sectorielle, portant sur les rémunérations, donc sur le salaire. Cela peut être traité. Faites sortir ce dossier-là et laissons de côté les questions internes, les questions d'hommes. Les grandes gueules. Donc, en clair, ce que vous voulez le faire comprendre aujourd'hui, c'est la forme. Parce qu'on parle de forme, on parle aussi de la manière. Si je peux me dire, c'est parce que le gouvernement refuse de rencontrer Souma, dans le sens que, en tout cas, ce qu'ils ont dit, que parce que il est illégal. Mais c'est ça, la pression. Ouais. Ça, c'est la pression des centrales syndicales. Ouais. C'est la pression des collègues de Souma qui disent, si vous le rencontrez, si vous le reconnaissez, vous nous niez. C'est une faute. Nous sommes dans une situation qui embrasse tout le territoire, qui empêche les enfants d'aller à l'école, qui nous plonge dans l'insécurité. Ce souci d'intérêt général doit amener le SLEG à se retrouver pour traiter des questions de dysfonctionnement à l'interne et nous libérer par rapport aux problèmes de salaire qui méritent d'être examinés effectivement et traités soigneusement. Le gouvernement face dos au mur, si on peut se dire ainsi, dans le sens que récemment le gouvernement a demandé à ce qu'on puisse refaire un autre congrès niet du côté de Souma. Je ne veux pas. Ben oui, c'est ce qu'il a dit. Comment comprendre cette radicalisation? M. Souma peut faire un autre congrès s'il est sûr de sa légitimité avec les autres et de sa popularité. Il peut faire le congrès. Mais a-t-il besoin Mais on a inquiété le gouvernement en sanctionnant M. Souma. On n'a pas le droit de sanctionner un syndicaliste en période de grève. On n'a pas le droit de le muter en période de grève. Seul l'inspecteur général du travail peut cautionner, peut signer une sanction contre un syndicaliste. C'est le temps des travailleurs. L'État est employeur en ce qui concerne les fonctionnaires. Donc, il y a eu mal-donne, il y a eu dysfonctionnement. Aujourd'hui, il faut clarifier les choses, ramener tout le monde à de justes proportions. S'ils doivent faire un congrès, ils n'ont qu'à refaire un congrès, mais il faut libérer les enseignants avant. La crise de confiance est passée par là aussi, Moussa Moïsi. Oui, bien sûr. Moi, je me demande, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est de la responsabilité de l'État de demander à des structures syndicales de refaire un congrès? Ce n'est pas son rôle. Pas du tout. Voilà. Aucun texte du Code du travail, en fait, n'autorise l'État à organiser le fonctionnement des centrales syndicales. Ça n'existe pas. Alors est-ce qu'on peut, parce que Mafoudia mentionnait la raison qui aurait poussé Souma à ne pas accepter cette main tendue de l'inspecteur général du travail, il n'aurait pas dans son courrier fait mention du nouveau statut qu'il a en tant que secrétaire général du SLEG. Le fond, la forme. Est-ce que cela est une raison assez suffisante pour ne pas aller à cette rencontre? Pas du tout. Il faut le rencontrer pour lui. Les grandes gueules. Parce que c'est un technicien, il a les textes sous les yeux, il maîtrise ces textes, c'est pourquoi il est inspecteur général, que Souma vient lui dire, sur tel point je ne suis pas d'accord, sur tel point je suis d'accord. L'inspecteur dit, j'ai reçu votre courrier m'indiquant l'organisation de votre congrès 24 heures avant ou 48 heures avant. Cela, ce n'est pas important aujourd'hui. Nous sommes dans une crise généralisée. Il faudrait mettre fin à la crise.
C'est maintenant au père de la nation de ramener tous les acteurs sur la table de négociation et reprendre les activités. Voilà, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, Dr Sékou Gouressi Condé, il faut le rappeler, président de la CANEG. Allez-y. Monsieur Gouressi Condé, est-ce qu'en période telle, les menaces valent vraiment la peine? Parce que le gouvernement n'arrête pas. On a brandi les menaces contre Abakar Souma. Ça n'a pas marché, c'était la première stratégie. On continue désormais, on généralise les menaces en les brandissant contre les enseignants, en disant qu'on va vous couper les salaires, on va faire ceci, on va faire cela. Est-ce qu'en telle période, ça apaise? Est-ce que ça contribue à un dialogue? Est-ce qu'on ne se radicalise pas dans les deux camps? J'ai commencé par ça. J'ai regretté la mauvaise gestion de ce dossier par le gouvernement de la République. Moi, je suis dans la gestion des crises. Moi, je suis sur le théâtre des conflits. Ma compétence, ou ma capacité, mon talent, c'est ma capacité à parler avec le chef rebelle, à le sortir de la rébellion, parce que le conflit, la crise est à son niveau. Alors, une autre proportion, si nous estimons que Souma est effectivement porteur d'une revendication et qu'il a une légitimité à partir du suivi de ses messages et de ses mots d'ordre, de ses préavis et avis, naturellement, il faut parler avec Souma. On sait bien, vous y connaissez dans l'administration, lorsque, on l'a vu ici en Guinée, lorsque vous vous trompez sur la dénomination d'un poste ministériel par exemple, il arrive que le ministre refuse simplement de signer le document et il vous dit ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Est-ce que ce n'est pas la même règle que Aboubacar Souma a voulu appliquer à ce courrier qu'il a reçu de la part de l'inspecteur général du travail? Ça, c'est la première question. Mais vous qui observez de si près cette situation-là, vous savez bien que le mouvement syndical a éclaté depuis un certain moment. Ils sont même devant nos institutions judiciaires par rapport naturellement à la légalité, à la légitimité de Aboubacar Souma. Par quel mécanisme est-ce que vous pensez que Aboubacar Souma puisse aujourd'hui se rapprocher des autres, Louis Mbemba Souma et autres, pour nous permettre d'avoir une seule voix qui porte auprès du pouvoir? J'ai la pratique de ces acteurs-là, ils ne le feront pas. Il y a un problème d'ego, il y a un problème de considération personnelle, c'est regrettable. Ce qui est de plus regrettable, c'est l'ensemble de ces manières, muter Souma, poursuivre Souma, suspendre son salaire, suspendre ses collaborateurs, toutes choses contraires à la loi ou au texte en vigueur en la matière. Il faut revenir à nos habitudes et à nos pratiques normales. Il faut que les compétents, il y a des institutions compétentes, il y a des personnes compétentes dans ce pays qui connaissent le syndicalisme. C'est la plus vieille institution active dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, ils nous embobinent dans une série, on politise d'une part, et puis le judiciaire s'empare d'autre part, la police s'y mêle. Il faut que les centrales syndicales se retrouvent et montrent leur capacité à résoudre les litiges nés de leur fonctionnement ou leur dysfonctionnement. Les grandes gueules. Alors, il y a le Premier ministre qu'on a entendu, il y a les religieux qui sont mêlés, il y a plusieurs personnes et jusque-là, on n'arrive pas à en finir avec la crise. Vous parlez de guerre d'ego. C'est vrai que quand c'est comme ça, c'est très dur de trouver une solution. D'après vous, qu'est-ce qui s'offre aux Guinéens finalement pour tourner cette page? Aujourd'hui, c'est le chef de l'État. C'est lui, c'est-à-dire qu'on l'a tellement mis en avant que finalement, c'est lui qui doit appeler et M. Aboubacar Souma, Louis Mbemba, El Hadj Savané, Hadji Rabiatou et tous les acteurs, plus l'inspecteur, le médiateur et le Premier ministre, pour dire, oh là, mettez fin à ça. Il en a et le droit et l'autorité. Dans ses attributions et délégations, il est le dernier recours. Voilà. Allez-y, mon cher Alors, un autre critère que vous faites, que vous abordez dans votre démarche, c'est celui de la gestion des manifestations sur l'axe Bambeto, Amdalaï, Kozap. Aujourd'hui, la circulation est hypothéquée, les activités sont affectées par les mouvements qu'il y a sur cet axe, même si l'on voit aujourd'hui que l'autoroute Fidel Castro aujourd'hui aussi suit la marche. Vous dénoncez en l'occurrence une mauvaise gestion de l'État. Que faut-il de manière efficace? Quelles actions efficaces faut-il prendre aujourd'hui pour mieux gérer les manifestations sur l'axe Amdalaï, Bambeto, Koza? Et définitivement, à mon avis, je me remets dans mon rôle d'acteur de la société civile, d'observateur indépendant. Donc on dit la bonne volonté. À partir de ce moment-là, on fait l'historique de la question.
la CMIS, qui est l'unité d'intervention des services de police, a été créée en 1987 par le ministre Ibrahima Sory Diaby, en 87. 20 ans après, il y a eu les émeutes à Conakry et ce quartier, donc Bambeto Koza, l'axe a été constaté, a été donc observé comme un niveau de manifestation de mécontentement. Et cela est lié, géographiquement et historiquement, à la mauvaise gestion de l'affaire Kapoor-Rai. Donc les populations ont été sauvagement déplacées, ils se sont entassés là. L'État n'a pas prêté attention. Donc l'État a créé des frustrés. Des frustrés, des exclus. Et ceci se retrouve, et en 2007, en la faveur des grands mouvements que nous connaissons, les jeunes de cet axe ont commencé à barrer la route. Le mot d'ordre d'intervention, la mission d'intervention à l'époque, c'était pour ouvrir la voie. Donc, depuis 10 ans, on n'a pas pu ouvrir la voie. Depuis 10 ans, les forces de l'ordre viennent barrer les routes. Donc, plus les routes qui sont barrées par les jeunes, les forces de l'ordre s'ajoutent à ça pour barrer encore les routes. Les mêmes méthodes sont répétées, les mêmes pratiques, avec les mêmes résultats. Moi, je pense fondamentalement que nous devons présenter des excuses aux familles victimes de ces agissements-là dans ces quartiers-là, premièrement. Deuxièmement, il faut le social. Il faut mobiliser, si vous voulez mobiliser les imams du Fouta, les imams de Conakry, pour aller à l'encontre des imams de l'axe Bambeto Koza, pour leur dire encore une fois que les familles qui ont été touchées n'ont pas été touchées parce qu'ils sont Peul du Fouta, n'ont pas été touchées parce qu'ils sont de l'UFDG, ils ont été touchés parce qu'ils sont des êtres humains et qu'il y a mal donne, mauvaise manœuvre. Lorsque ceci est constaté, que pendant 10 ans, les forces de l'ordre utilisent les mêmes pratiques et ils n'ont aucun résultat positif, il faut changer la donne. Bien, non, mais on va essayer d'évoluer parce que Moussa a fait une émission immersion de ce côté où il a évoqué d'autres problèmes de base. Moussa Moïsi, là, vous parlez d'école, entre autres. Est-ce que l'action des gouvernants qui se sont succédés, si ces actions-là avaient contribué à créer des espaces de jeu pour ces jeunes? Je vais juste rappeler, faire une anecdote. Il y a un jeune du côté de Bambeto qu'on appelle CIA qui a pris sur lui la responsabilité d'héberger la plupart des jeunes sans-abri, des enfants de la rue qui sont les grandes qui dorment à même le sol et que vous savez comme moi que ce sont ces enfants qui sont assez enclins à se jeter dans la rue, à jeter des pierres et tout. Donc il a regroupé ces enfants. Il manque de moyens, il n'est pas soutenu aujourd'hui. Si l'État avait construit plus d'écoles publiques, si l'État avait fait de sa présence là-bas, à Bambeto Koza, sa présence, une sorte de présence de service public avec des hôpitaux, des aires de jeu, avec des écoles, avec des infrastructures de divertissement, peut-être que ça aurait pu permettre à ces jeunes-là de ne pas hériter de la colère de leurs parents. Parce que Kapoor-Rai, il y a un peu longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont dû trouver refuge, abri ailleurs, mais la révolte est toujours là, présente dans le cœur de ces jeunes-là. Est-ce que l'État n'a pas manqué à sa responsabilité en ne créant pas d'autres conditions de vie pour que ces enfants ne se sentent pas exclus? C'est exactement de ça il s'agit. C'est-à-dire que en excluant ou en minimisant l'espace d'occupation de ces Guinéens et Guinéennes, de leurs familles respectives, on a créé des frustrés. Aujourd'hui, ils sont dans la résistance. Ils pensent que ceux qui sont à l'interne pensent qu'ils sont touchés parce qu'ils sont d'une ethnie. Ceux qui sont à l'externe, à l'extérieur, pensent qu'ils sont touchés parce qu'ils sont d'un parti politique. Mais rien n'en est. C'est l'inefficacité de nos méthodes d'opération. Et en termes policiers, lorsqu'une intervention se répète et n'apporte pas le résultat, il est obligatoire de modifier la donne parce que ça prend la forme d'un corps à corps. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir de maintenant, à partir de ces constats-là, s'il y a un mort demain ou après-demain à Bambeto Koza, il faudrait que la société civile se porte partie civile, se constitue partie civile. Parce qu'on n'a pas le droit de dire il y a des armes. Est-ce qu'ils se tirent entre eux là-bas? Est-ce qu'ils s'entretuent là-bas? Il y a une prolifération d'armes légères dans ce pays. Ce n'est pas contrôlé. Là aussi, c'est l'État. Il y a affrontement entre les forces de l'ordre.
les jeunes ne sont pas suffisamment formés. La police que je connais, la police guinéenne, a des cadres compétents, efficaces. Il faut leur donner les moyens de former des hommes et des femmes qui utilisent le contact, le dialogue, la proximité, les filières sociales de rapprochement et d'identifier le mal et le malfaiteur. Justement, mais vous évoquez quelque chose de très intéressant dans votre intervention. Vous dites, avec les policiers, on a ces méthodes-là, à chaque fois qu'on utilise depuis 10 ans maintenant. Oui, absolument. Mais pourquoi on ne change pas? Est-ce que c'est carrément, allez, on va dire le dada de la business finalement à la fin du compte? Oui, il y a une perception erronée. On pense que c'est des partis politiques, que c'est une manifestation politique, alors que c'est social. Le phénomène de la violence s'est emparé d'une couche de jeunes dans notre pays que nous ne contrôlons pas. Lorsqu'on commence les manifestations, l'axe Bambeto-Koza est fermé, mais de Bessia, d'Abondi, c'est exactement la même menace. Alors, lorsque ça se passe à Sigiri, à Zerekore, à Macenta, à Kishidou ou à Kindia, on pense que c'est différent de ce qui se passe à Conakry. Il faut recadrer ces choses-là. L'approche du gouvernement doit consister à déceler les causes, les dimensions, les motivations de ces agissements violents et constater le fait que ces jeunes semblent même être plus organisés parce qu'ils arrivent à encercler les gendarmes et brûler leurs véhicules. Ça veut dire qu'ils sont absolument dans la résistance. Il faut aller vers eux, il faut mettre balle à terre. Il faut que l'État considère ces hommes et ces femmes comme des Guinéens d'abord et les Guinéens tout court. Ne pas les laisser enterrer leurs morts entre eux, revenir à la maison entre eux, comme il a dit Moïse Silla, sans école, sans bibliothèque, sans terrain de jeu, sans accompagnement. Ma foi, c'est le fléau de la délinquance et de la déviance. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, chez les GG, Dr Gouressi Kondé. Avec lui, on essaye de trouver des approches de solutions. Mon cher Roby. Finalement, la seule présence de l'État, la seule présence de la force publique, c'est les gendarmeries et les postes de police dans toute cette bretelle. Ce qui n'est pas une bonne image. Ce qui semble dire aux populations de ce côté-là qui sont complètement délaissées. Les grandes gueules. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que nous parlions ce matin de cocktail, d'une espèce de cocktail qui est en préparation, Dr Gouressi, la grève des enseignants, le problème lié au communal, c'est-à-dire aux résultats de ces communales, et puis récemment les tracts qui circulent dans cette zone demandant à manifester pour le départ du président. Voyez-vous, comment démêler finalement les choses? Quelle approche de solution pour démêler les choses? Parce qu'on ne sait plus réellement pour quelle cause les gens vont en grève. Qui va en grève pour les enseignants? Qui va en grève pour les résultats des dernières élections? Et qui va en grève à l'appel des partis politiques finalement? Alors, dans cette espèce d'embruglio, vous, en tant que spécialiste, comment trouver une solution à une pareille situation? Les grandes gueules. Je place la troisième rapidement, vous laissez répondre définitivement. Vous avez dit tantôt que s'il y a prochainement, à partir de maintenant, une nouvelle mort, la société civile se portera partie civile. Est-ce que c'est la même démarche que vous comptez emprunter pour les morts antérieures? Qu'allez-vous faire de cela? Écoutez, nous avons alerté, ce n'est pas rétroactif, mais c'est à partir du moment où le constat, où vous me permettez d'annoncer ce que j'ai constaté sur ce terrain. J'ai observé et j'ai comparé avec d'autres pays. Je me suis dit, mais attention, il y a amalgame, il y a confusion. On mélange tout là. Je dis, cette partie de Conakry fait partie effectivement des populations guinéennes. Il ne faut pas porter un regard ethnique ou un regard politique ou un regard tout simplement partisan. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut qu'il y ait suite dans les poursuites. Il faudrait une sorte de neutralité de l'État et que cette neutralité soit avérée et respectée. Il y a amalgame, vous avez parfaitement raison, M. Roby. Nous sommes dans une période de trouble. La Guinée n'a jamais été confrontée à des périodes d'accumulation de facteurs et de cofacteurs de troubles comme aujourd'hui. Il faut faire l'union sacrée. Il faut que les partis politiques, la société civile, les institutions républicaines se mobilisent autour de ces questions-là. Et je pense qu'il y a des démarches à faire. Moi, je me porte volontiers. La CANEG, la Convention des acteurs non étatiques, est tout à fait ouverte à toute initiative et à toute démarche dans ce sens. Merci beaucoup, docteur, d'être passé chez les grandes gueules ce matin. Je vous remercie. Les GG continuent sur Radio Espace.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.